Donc, ma présentation sera en 3 temps. Je vais d'abord vous faire une description du cadre légal belge, puis je vais revenir sur les limites que le cadre légal européen international pose à l'application des dispositions belges. Ensuite, je vais revenir sur la jurisprudence récente. Donc, j'ai analysé un certain nombre de décisions. Je précise que ce ne sera pas une analyse exhaustive, donc je n'ai pas fait une analyse exhaustive de la jurisprudence, mais d'un certain nombre de décisions qui ont été communiquées par différentes personnes. Et ensuite, je terminerai par une analyse critique du cadre légal existant. Sur base de cette analyse du cadre légal et de la jurisprudence, je m'interrogerai sur l'efficacité de cette mesure, donc sa capacité à atteindre les objectifs qu'elle entend poursuivre, et sur son efficience, c'est-à-dire la capacité de cette mesure à atteindre les objectifs qu'elle entend poursuivre, mais cette fois-ci au moindre coût. Alors, pour commencer, le cadre légal belge. Alors, vous voyez que ce tableau est fort chargé parce que le régime légal de la déchéance de la nationalité en droit belge est assez complexe. Pourquoi? Parce que c'est un régime légal qui a été construit pièce par pièce. On a d'abord adopté l'article 23, qui est dans la première colonne à gauche, et puis ensuite on a ajouté un article 23.1, et puis on a ajouté un article 23.2. L'article 23, c'est l'article qui existait initialement, et cet article figurait d'abord dans des lois et puis était inséré dans le Code de la nationalité belge en 1984, mais dès 1934 existait la possibilité de prononcer une déchéance de la nationalité à l'égard de citoyens qui avaient manqué gravement à leur devoir de citoyen belge. C'est ce qui figure en bleu dans la première colonne à gauche de mon tableau. Alors, il n'y a pas de limite temporelle à cette déchéance de la nationalité, donc il n'y a pas de prescription. Cette déchéance de la nationalité peut être prononcée sans limite de temps. Et cette hypothèse de déchéance de la nationalité est soumise à un régime procédural un peu particulier, puisque la demande de déchéance de la nationalité est portée directement devant la Cour d'appel. Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans ce cas, de possibilité de faire appel de la décision. Il y a uniquement la possibilité de faire un pourvoi en cassation. Alors, à l'époque, parce que c'était prévu déjà en 1934, on avait prévu le fait de soumettre cette mesure directement, porter cette mesure directement devant la Cour d'appel, par le motif qu'il s'agissait d'une matière où 2 degrés de juridiction entraîneraient des retards et des lenteurs inadmissibles. C'est comme ça que c'était justifié dans les travaux préparatoires de l'époque, en 1934. C'est un régime procédural un peu particulier également, et ça je ne l'ai pas repris dans le tableau, mais parce que l'opposition, donc le droit de recours qui est ordinaire, qui est ouvert contre les décisions qui sont dues d'ailleurs à la fois en matière pénale et en matière civile, voie de recours ordinaire qui est ouverte contre les décisions rendues par défaut, c'est-à-dire en l'absence de la personne concernée, est susceptible de faire l'objet d'une voie de recours qui est l'opposition et qui permet de faire revenir l'affaire devant la juridiction qui a prononcé une décision en l'absence de la personne concernée. Et ces délais d'opposition ont été fixés à 8 jours à partir du moment où la déchéance de la nationalité était publiée au Moniteur belge et dans 2 journaux de la province. C'est ce qui a été prévu en 1934, c'est ce qui est toujours inscrit aujourd'hui dans le Code de la nationalité belge. Donc ça veut dire que ce délai d'opposition est toujours actuellement fixé à 8 jours, alors que à partir de la publication au Moniteur belge et de 2 journaux dans la province, peu importe que la personne ait pris connaissance ou non de cette décision, peu importe qu'elle était à l'étranger ou en Belgique, donc c'est ce délai de 8 jours qui est applicable. Et à titre de comparaison, en matière pénale, il y a un délai extraordinaire d'opposition qui est ouvert à partir du moment, délai de 15 jours, qui est ouvert à partir du moment où la personne prend connaissance de la décision, justement pour qu'elle puisse venir se défendre utilement devant la juridiction qui a rendu la décision par défaut. Ici, peu importe que la personne ait ou non pris connaissance de la décision. Donc, deuxième élément qui fait que c'est un régime procédural un peu particulier qui est prévu dans cette hypothèse de déchéance de la nationalité. Alors, en 2006, on a complété l'article 23 en prévoyant une possibilité de déchéance de la nationalité lorsque la nationalité avait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse. Donc,
dans le cas où la nationalité avait été acquise par fraude. L'idée, c'était que cette hypothèse ne rentrait pas dans les manquements, dans l'hypothèse de manquement grave au devoir de citoyen belge, puisqu'au moment où la personne commet une fraude pour obtenir la nationalité, elle n'est pas encore belge, elle n'a pas encore la nationalité belge, et donc ça ne peut constituer un manquement grave à son devoir de citoyen belge. Donc on a ajouté cette hypothèse de déchéance pour fraude, et ici on a fixé une limite de temps. Donc il est possible de déchoir dans ce cas quelqu'un de la nationalité pendant une durée de 5 ans à dater de l'obtention de la nationalité. Et ici, dans les travaux préparatoires, on justifie l'introduction de ce délai par le fait qu'il est indispensable afin d'éviter qu'une personne puisse se voir retirer la nationalité pour des faits qui sont trop éloignés dans le temps. C'est comme ça que c'est justifié dans les travaux préparatoires. On n'a pas pour autant revu le délai applicable au manquement grave à l'hypothèse dans laquelle on est déchu de la nationalité parce qu'on a manqué gravement à ses devoirs de citoyen belge, ce qui a pour conséquence que ces deux limites temporelles coexistent dans l'article. Ensuite, en 2012, on a inséré un nouvel article dans le Code de la nationalité belge qui prévoit de nouveaux fondements à la déchéance de la nationalité. Cet article 23.1 permet de déchoir de la nationalité une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans et sans sursis du chef d'une des infractions qui est visée à cet article 23.1. Sont visés à cet article 23.1 notamment les violations graves du droit international humanitaire, sont visés également des faits plus spécifiques comme l'attentat contre la personne du roi, est visé également à cet article 23.1, la traite des êtres humains. Donc on a listé une série d'infractions qu'on considérait comme particulièrement graves et on a prévu qu'il était possible, sur base de ces infractions, de déchoir de la nationalité la personne qui a été condamnée pour cette infraction. Et pourquoi? Parce que en fait, cet article a été adopté parce qu'on considérait que l'article 23 n'était pas suffisamment clair et ne permettait pas de déchoir facilement de la nationalité quelqu'un qui était condamné pour une infraction parce qu'il n'était pas clair de ce que pouvaient constituer ces manquements graves au devoir de citoyen belge. Est également prévu la possibilité de déchoir de la nationalité celui qui commet une infraction dont la commission est facilitée par la possession de la nationalité belge. Un exemple pourrait être, par exemple, la reconnaissance frauduleuse d'enfants, donc quelqu'un qui reconnaît frauduleusement un enfant et qui permet qu'il ait la nationalité belge parce que le père a lui-même la nationalité belge, on pourrait considérer que c'est une infraction qui a été facilitée par la possession de la nationalité. Alors, ici, dans ces hypothèses, il y a plus de régime procédural particulier, mais les demandes de déchéance de la nationalité sont portées directement devant le tribunal correctionnel qui est saisi de ces infractions. C'est au moment où on juge la personne pour ces infractions qu'on peut requérir une déchéance de la nationalité. Avec comme effet qu'ici, il y a un double degré de juridiction, il y a la possibilité de faire appel de la décision devant la cour d'appel, et puis après, il y a encore la possibilité d'introduire un pouvoir en cassation contre la cour d'appel. Par ailleurs, évidemment, ces hypothèses sont soumises au délai de droit commun en matière d'opposition, donc ce ne sont pas les mêmes délais que pour l'article 23. Alors, dernière hypothèse qui est prévue dans cet article 23.1, c'est le cas où la nationalité belge a été acquise grâce à un mariage de complaisance qui est ensuite annulé. Dans ce cas-là, le tribunal civil qui annule le mariage de complaisance, le tribunal correctionnel, peut également déchoir de la nationalité belge la personne concernée. Ça, c'est en 2012. Ensuite, en 2015, et là, c'est suite aux attentats du Charlie Hebdo et suite au démantèlement de réseaux terroristes à Verviers, on décide de prendre différentes mesures pour lutter contre le terrorisme. Et on insère un article 23.2 dans le code de la nationalité belge, qui permet de déchoir de la nationalité ceux qui sont condamnés à une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans sans sursis pour une infraction. Alors l'article précise visé au livre 2, titre premier terre du code pénal, c'est en fait l'ensemble des infractions terroristes qui sont visées ici. Et ce champ d'application est évolutif puisqu'il dépend de l'évolution du champ d'application
ce titre qui contient l'ensemble des infractions terroristes. Alors, il faut savoir que depuis l'adoption de cette loi, il y a d'ailleurs de nouvelles infractions terroristes qui ont été introduites dans le code pénal et elles peuvent, sur base de l'article 1.3.2 du code de la nationalité belge, une condamnation pour ces infractions peut servir de fondement à une déchéance de la nationalité belge. Alors, il faut également préciser que le champ d'application de ces infractions est assez large, puisque ces dernières années, toute une série de nouvelles infractions qui incriminent des comportements posés dans l'intention de commettre un acte terroriste, sans qu'un acte terroriste ait nécessairement été commis, ont été ajoutées. On peut citer à titre d'exemple le voyage à des fins terroristes ou l'incitation à commettre une infraction terroriste. Alors ici, il n'y a pas de limite temporelle, et c'est justifié dans les travaux préparatoires par le degré de gravité de ces infractions terroristes. On considère que c'est des infractions particulièrement graves. Et c'est de la compétence du tribunal correctionnel. Donc c'est le tribunal correctionnel qui est compétent au moment où il condamne pour une infraction terroriste, qui est compétent pour prononcer également une déchéance de la nationalité. Alors, dernière précision par rapport à ce cadre légal, il y a toute une série de citoyens qui sont protégés contre la déchéance de la nationalité. Les citoyens qui deviendraient apatrides en cas de déchéance, sauf si la nationalité a été acquise par fraude, sont protégés contre une déchéance de la nationalité. Ça veut dire que c'est une mesure en réalité qui s'adresse quasi exclusivement aux binationaux. Il n'y a que les binationaux qui peuvent être déchus de la nationalité. Et on a introduit cette exception, on a exclu ces citoyens du champ d'application de la déchéance de la nationalité parce qu'il y a l'interdit d'apatridie qui est consacré en droit international et qu'il fallait, pour respecter cette interdiction de l'apatridie, interdire qu'on puisse prononcer une déchéance de la nationalité dans le cas où ça a pour effet de rendre le citoyen apatride. Alors ensuite, il y a en outre les citoyens qui ont acquis la nationalité d'un de leurs parents au jour de leur naissance, donc ça veut dire d'un parent belge au jour de leur naissance. Dans ce cas-là, ces citoyens sont exclus du champ d'application de la déchéance de la nationalité. Et également ceux qui sont vus attribuer automatiquement la nationalité parce qu'ils sont nés en Belgique et parce que un de leurs parents ou adoptants est né en Belgique, même s'il est étranger, ou a eu sa résidence en Belgique pendant 5 ans au cours des 10 années précédentes. Donc c'est des cas bien spécifiques, mais ce que je veux préciser déjà ici, c'est que ça ne concerne pas tous les Belges qui sont nés en Belgique, puisqu'il y a une série de Belges qui ont acquis la nationalité belge après, même à leur majorité, mais qui sont nés en Belgique, qui ont toujours vécu en Belgique, qui ne sont pas exclus du champ d'application de la déchéance de la nationalité. Ce régime légal, il est caractérisé d'abord par des différences de traitement entre nationaux, puisque, comme je l'ai dit, tout citoyen n'est pas susceptible d'être frappé de déchéance de la nationalité. Il y a des citoyens qui sont protégés. Alors, il faut savoir que le fait d'exclure, en raison de cette interdiction de l'apatridie, les citoyens qui deviendraient apatrides à la suite d'une déchéance de la nationalité, qui a pour effet que cette mesure ne s'adresse qu'aux binationaux, engendre une différence de traitement entre les binationaux et ceux qui ont uniquement la nationalité belge, différence de traitement qui est renforcée par le fait que certaines nationalités, il est plus difficile de renoncer à certaines nationalités qu'à d'autres. Il est plus difficile de perdre certaines nationalités que d'autres. Et c'est notamment le cas dans certains pays comme l'Algérie et le Maroc, pays dans lesquels il est vraiment difficile de renoncer à sa nationalité, et pays qui adoptent, c'est plus tout à fait aussi vrai pour l'Algérie, mais en tout cas encore vrai pour le Maroc, pays qui prononcent très peu de déchéance de la nationalité, même si c'est prévu dans leur législation. Donc ces citoyens sont binationaux, belges et algériens ou belges et marocains, en général conservent leur nationalité de génération en génération et ont plus de difficultés que d'autres binationaux de renoncer à leur nationalité.
Et dans ce cas-là, ben, ces citoyens algériens et belges ou marocains et belges ont plus de difficultés à être exclus du champ d'application de déchéance de la nationalité. Plus de risque de faire l'objet d'une déchéance de la nationalité dans la mesure où ils conservent cette nationalité, cette autre nationalité. Alors, d'autre part, il y a une différence de traitement entre les citoyens qui rentrent dans ce champ d'application de la déchéance de la nationalité, puisque certains bénéficient d'un double degré de juridiction, tandis que d'autres n'en bénéficient pas, puisque dans l'hypothèse de l'article 23, comme je disais, les réquisitions de déchéance de la nationalité sont directement portées devant la cour d'appel. Dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de faire appel de la décision. Par ailleurs, on a vu qu'il y avait dans certains cas une limitation de temps. Dans certains cas, la déchéance de la nationalité peut être prononcée en disant un certain délai. Il y a un délai de prescription, tandis que dans d'autres cas, la déchéance de la nationalité n'est pas soumise à un délai de prescription. Il n'y a pas de limite temporelle à la déchéance de la nationalité. Alors, la conformité de ces différences de traitement avec les principes d'égalité et de non-discrimination a été questionnée à diverses reprises par le Conseil d'État. Donc, vous savez que la section législation du Conseil d'État doit rendre des avis dans le cadre de projet de loi ou de proposition de loi. Et la section législation du Conseil d'État s'est interrogée sur le caractère éventuellement discriminatoire de ces différences de traitement. Et notamment dans le cadre de l'avis qu'elle a rendu dans le cadre des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de l'article 23.1. Donc l'article 23.1, c'était celui qui permet de déchoir de la nationalité des personnes qui sont condamnées pour certaines infractions spécifiques. C'est cet article qui a inséré un régime procédural hybride, puisqu'il y avait la possibilité initialement de prononcer une déchéance de la nationalité pour la cour d'appel, et on a étendu cette possibilité au tribunal correctionnel et au tribunal civil. Le Conseil d'État s'est interrogé sur la pertinence à ce moment-là du maintien de la compétence de la cour d'appel. Ce que le Conseil d'État a fait remarquer, c'est que les infractions qui étaient visées à l'article 23.1 pouvaient toutes entrer dans le champ d'application de la notion de manquement grave au devoir de citoyen belge. Donc le fait d'être condamné pour traite des êtres humains peut être considéré, par exemple, comme un manquement grave au devoir de citoyen belge. Le Conseil d'État s'est donc interrogé sur la pertinence de cette différence de traitement et le caractère éventuellement discriminatoire de cette différence de traitement, en s'interrogeant sur les motifs pour lesquels certaines personnes, sur base des mêmes fondements, pourraient être déchues de la nationalité par la cour d'appel et, dans d'autres cas, par un tribunal de première instance, avec comme conséquence que certains ont droit à un double degré de juridiction et d'autres n'ont pas droit à un double degré de juridiction. Ensuite, lors de l'adoption de l'article 23.2, des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de l'article 23.2, le Conseil d'État s'est de nouveau interrogé sur les différences de traitement, le caractère éventuellement discriminatoire de ces différences de traitement qui découlent de ces différents régimes procéduraux. Et il s'est, à cette occasion, également interrogé sur les différences de délai de prescription. Donc, il faut savoir que les hypothèses visées à l'article 23.1 sont soumises à des délais de prescription, sont limitées dans le temps, tandis que les hypothèses visées à l'article 23.2, le cas dans lequel on déchoit de la nationalité quelqu'un qui a été condamné à une infraction terroriste, ne sont pas soumises à un délai de prescription. Et le Conseil d'État a procédé à une comparaison entre les infractions qui sont visées à l'article 23.1 et les infractions qui sont visées à l'article 23.2. Il a fait remarquer qu'il ne comprenait pas pour quel motif on pourrait dire que les infractions visées à l'article 23.2 sont d'un degré de gravité plus élevé que celles visées à l'article 23.1 et procédait notamment à une comparaison entre les peines applicables aux infractions visées à l'article 23.1 et les peines applicables aux infractions visées à l'article 23.2. Il faisait notamment la comparaison entre l'attentat contre la personne du roi, qui est une hypothèse spécifique mentionnée à l'article 23.1, qui est punie de la réclusion à la perpétuité, et le recrutement d'une personne en vue de commettre une infraction terroriste qui n'est punie que, entre guillemets, de 5 à 10 ans de réclusion. Il s'interrogeait de nouveau sur le caractère discriminatoire de cette différence de traitement. Alors,
ces questions de discrimination étaient portées devant la Cour constitutionnelle. On a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité de ces différences de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution, donc avec les principes d'égalité et de non-discrimination. Et là, je vais passer très vite sur ces arrêts de la Cour constitutionnelle, mais sachez que la Cour constitutionnelle n'y a pas vu de difficulté. Elle a jugé ces différences de traitement conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution. Elle estimait qu'il n'y avait pas de difficulté à ce niveau-là. Mais ça, on pourra revenir là-dessus plus tard si vous le souhaitez. Alors ça, c'était la première caractéristique de ce régime légal qui est caractérisé par des différences de traitement entre les citoyens susceptibles de faire l'objet d'une déchéance de la nationalité et les citoyens qui sont susceptibles d'en faire l'objet et ceux qui ne sont pas susceptibles d'en faire l'objet. Deuxième caractéristique de ce régime légal, c'est qu'il y a un vide législatif autour des conséquences de la déchéance de la nationalité. Les conséquences de la déchéance de la nationalité ne sont pas précisées dans la loi. La loi n'indique pas ce que ça a comme conséquence sur les jours. Et c'est un vide qui a été comblé par la jurisprudence. Donc il y a différentes juridictions qui sont penchées sur cette question. Ces juridictions renvoient à la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers. Le Conseil du contentieux des étrangers qui considère qu'une autorisation de séjour devient caduque le jour où on obtient, le jour où on acquiert la nationalité belge, le jour où l'étranger acquiert la nationalité belge. Et donc, ces juridictions considèrent qu'à partir du moment où la personne perd son titre de séjour, le jour où elle obtient la nationalité belge, le jour où elle perd la nationalité belge, cette déchéance de la nationalité ne peut pas avoir un effet rétroactif et donc ne peut pas replacer la personne dans la situation de séjour dans laquelle elle était au moment où elle a obtenu la nationalité. Ceci a des conséquences donc assez importantes pour la personne concernée, puisque à la suite de l'exécution de la décision de déchéance de la nationalité, la personne se trouve en séjour illégal sur le territoire belge. Et on sait que pour ces personnes qui ont été, notamment toutes ces personnes qui sont condamnées à des infractions terroristes, ça va être très compliqué d'obtenir ensuite un droit au séjour, puisque l'obtention d'un droit au séjour peut être refusée notamment pour des motifs d'ordre public. Donc ça va avoir des conséquences très importantes. Alors par rapport à ça, une remarque, il faut savoir que la personne concernée ne sera privée de son droit au séjour qu'à partir du jour où la décision de la déchéance de la nationalité est transcrite dans les registres de la population. Ça veut dire que ce n'est pas au jour où la décision de déchéance de la nationalité est prise, ce n'est pas au jour où les voies de recours sont épuisées, c'est le jour où c'est transcrit dans les registres de l'état civil et dans un certain nombre de cas, comme ça doit pas, cette transcription dans le registre de l'état civil ne doit pas être faite en déant un certain délai. Dans un certain nombre de cas, il va y avoir un long délai entre le moment où la personne est déchue de la nationalité et le moment où cette décision est transcrite et donc le moment où elle perd son droit au séjour. Au moment où elle perd, à partir du moment où elle perd son droit au séjour, l'Office des étrangers va pouvoir prendre à son égard une décision d'éloignement. Et à ce moment-là, cette décision d'éloignement pourrait être contestée devant les juridictions administratives. Ce qui est compliqué pour les personnes concernées, c'est qu'elles ne sont pas informées du jour où cette décision est transcrite dans les registres de la population. Et donc, c'est en fait le jour où elles reçoivent un ordre de quitter le territoire qu'elles comprennent qu'en fait la décision a été transcrite et qu'ils n'ont plus droit au séjour. Alors, du côté du droit international et européen, il y a quand même quelques limites qui sont posées à l'application de ces dispositions qui autorisent la déchéance de la nationalité. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble. Le principe, sachez, c'est que les États sont souverains dans la détermination des règles d'attribution, d'acquisition et de retrait de la nationalité. Donc, le principe de la souveraineté nationale à cet égard. Et après, il y a quand même certaines limites qui sont mises à
à ses pouvoirs souverains. D'abord, je l'ai déjà mentionné, mais il y a l'interdit de la patrie, qui est consacré en droit international et européen, et qui a d'ailleurs été en grande partie transposé en droit belge. Il y a ensuite le respect dû aux droits fondamentaux. Alors, ce respect dû aux droits fondamentaux, il a été rappelé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans différentes résolutions, par d'autres organismes internationaux et européens également. Mais ces résolutions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sont particulièrement intéressantes. Dans ces résolutions, elles soulignent d'abord les risques de violation des droits fondamentaux, sous-jacent à la mise en œuvre des règles relatives à la nationalité et particulièrement la déchéance de la nationalité. Dans ces résolutions, elles plaident pour que des garanties procédurales strictes soient applicables dans le cadre de la déchéance de la nationalité, et notamment les garanties procédurales applicables en matière pénale, comme justement le droit à un double degré de juridiction, et également le principe non bis in idem, et je reviendrai après, même le fait de ne pas pouvoir être condamné 2 fois pour les mêmes faits. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle souligne l'absence d'efficacité de la déchéance de la nationalité. Elle souligne notamment l'exportation des risques auxquels l'application de la déchéance de la nationalité conduit, puisque ces personnes qui sont in fine éloignées peuvent ensuite se rendre ou demeurer dans des zones de conflit qui sont situées hors de l'Europe. Et par ailleurs, elle souligne le caractère transnational du terrorisme, donc le fait que déchoir de la nationalité, éloigner ces personnes n'a pas finalement pour effet de se prémunir contre la menace terroriste qu'elles peuvent incarner. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est également intéressante à cet égard. Alors pendant de nombreuses années, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas prononcée sur la conformité de ces mesures avec les droits protégés par la Convention, mais dans un arrêt daté de 2016, donc Ramadan contre Malte, la Cour a posé le principe qu'un refus arbitraire de la nationalité pouvait, dans certaines conditions, poser un problème au regard du respect des droits protégés par la Convention. Et donc, la déchéance de la nationalité peut également poser difficulté au regard des droits protégés par la Convention. Une déchéance de la nationalité doit respecter les droits protégés par la Convention. Depuis, la Cour a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la conformité de mesures de déchéance de la nationalité avec le droit à la vie privée et familiale. Elle procède à un contrôle particulier de la conformité de ce type de mesures avec l'article 8 de la Convention. Sans rentrer dans des considérations trop techniques, et on pourra de nouveau revenir sur cette question plus tard si vous le souhaitez, elle laisse quand même une large marge de manœuvre aux autorités étatiques en la matière. Je vais citer là-dessus un arrêt qui est assez intéressant, qui est l'arrêt Goumit contre France, qui était rendu au mois de juin 2020. La Cour était saisie par des binationaux qui avaient été déchus de la nationalité française par décret ministériel à la suite des attentats terroristes 2015. C'est des personnes qui avaient été condamnées à des faits pour des infractions terroristes, mais qui avaient été commises à la fin des années 1990 et 2000. Ces personnes se retrouvaient, suite à leur déchéance de la nationalité, sans titre de séjour sur le territoire français, avec toutes les conséquences que ça avait sur leur droit à la vie privée et familiale. Et ces personnes contestaient la compatibilité de cette déchéance, des déchéances de la nationalité dont elles avaient fait l'objet avec le droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention. Elles invoquaient principalement le caractère politique de la déchéance de la nationalité dont elles avaient fait l'objet, puisqu'elles avaient été déchues de la nationalité des années après les faits qu'elles avaient commis, à la suite de faits par rapport auxquels elles étaient complètement étrangères. Et la Cour a considéré qu'il n'y avait pas de difficulté par rapport au laps de temps qui s'était écoulé entre le moment où les personnes avaient été
condamnées, avaient commis ces infractions terroristes, avaient été condamnées au moment où elles avaient été déchues de la nationalité, la Cour a souligné le fait qu'en fait, elles avaient pu jouir de leur droit à la vie privée et familiale pendant tout ce temps. Et donc, on ne pouvait pas considérer que leur droit à la vie privée et familiale, que ça avait constitué une ingérence dans leur droit à la vie privée et familiale. Donc, elle n'a pas tenu compte de considérer que ce laps de temps ne posait pas de difficultés. Donc, c'est pour vous dire que la Cour opère quand même un contrôle qui laisse une large place à l'appréciation des autorités, qui laisse des larges pouvoirs aux autorités étatiques en la matière. La jurisprudence de la Cour de justice est également intéressante en matière de déchéance de la nationalité. Alors, de nouveau, je vais aller assez vite sur cette jurisprudence, mais sachez que la jurisprudence de la Cour de justice, dans différents arrêts, a exigé un examen individualisé des conséquences qu'entraîne un retrait de la nationalité sur les droits de la personne en tant que citoyen de l'Union. Une personne qui a la nationalité d'un État membre de l'Union européenne est également un citoyen de l'Union et donc a une série de droits qui sont attachés à cette citoyenneté européenne. La Cour a considéré qu'on ne pouvait pas priver la personne de ses droits sans effectuer un examen individualisé des effets que la déchéance de la nationalité avait sur sa situation personnelle. Et la Cour de cassation belge a rendu un arrêt en 2019 dans lequel elle revient sur cette jurisprudence et appliquant cette jurisprudence, elle exige également qu'il y ait un examen individualisé des conséquences sur la situation personnelle de la personne qui fait l'objet d'une mesure de déchéance de la nationalité. J'en viens à la jurisprudence belge. Alors, je vous ai dit que la mesure de déchéance de la nationalité n'avait plus été appliquée pendant des décennies. La première application post-Seconde Guerre mondiale, après que ces collaborateurs étaient déchus de la nationalité, c'est en 2009. Donc, en 2009, on prononce à nouveau une déchéance de la nationalité. Ensuite, depuis 2009, il y a une augmentation du nombre de décisions qui prononcent des déchéances de la nationalité. Il y a une réelle recrudescence de cette mesure depuis la fin des années 2000. Je ne vais pas revenir sur les chiffres maintenant, mais sachez qu'alors que, par exemple, pour l'année 2019, on parlait d'une dizaine d'échéances de la nationalité qui avaient été prononcées, rien que pour l'année 2020, par défaut, donc publié au Moniteur belge, il y a plus d'une trentaine de décisions de déchéance de la nationalité qui ont été prises. C'est, dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, c'est des personnes qui sont déchues de la nationalité suite à leur condamnation pour des faits de terrorisme. C'est une mesure qui est à nouveau appliquée en recrudescence, vraiment dans le cadre de condamnation à des infractions terroristes, donc à l'égard de personnes qui sont condamnées pour des faits de terrorisme. Cette recrudescence, elle peut s'expliquer d'abord par une extension du champ d'application de la déchéance de la nationalité. On a ajouté des articles du Code de la nationalité belge qui permettent peut-être plus facilement d'appliquer la déchéance de la nationalité. Par rapport aux infractions terroristes, on a élargi le champ d'application des infractions terroristes. Dans le même temps, on a élargi le champ d'application de la déchéance de la nationalité. Et elle s'explique également par des questions de politique criminelle. Il y a des directives de politique criminelle qui ont été adoptées en 2018 qui prévoient de requérir systématiquement une déchéance de la nationalité à l'égard des personnes qui rentrent dans le champ d'application de l'article 23.2 du Code de la nationalité belge. Les réquisitions sont systématiques à cet égard. Ça ne veut pas dire que la déchéance de la nationalité est effectivement prononcée, mais ça peut expliquer qu'elle soit prononcée plus régulièrement. Les caractéristiques de cette jurisprudence, c'est d'abord, dans tous les cas, on prend bien en compte les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Donc, il y a une appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé d'une déchéance de la nationalité. Par application de la jurisprudence de la Cour de justice, qui a également été rappelée par la Cour de cassation, par application donc également de la jurisprudence de la Cour de cassation. Bon, il faut reconnaître que les juridictions ordinaires
ce qu'elles font, c'est une balance de proportionnalité en mettant d'une part la gravité des faits et de l'autre côté les conséquences que la déchéance de la nationalité a sur la situation personnelle de l'intéressé. Et à la lecture de ces décisions, on constate qu'il y a une importance particulière qui est accordée à la gravité des faits, et surtout il y a une appréciation très subjective qui est faite de la gravité des faits. Cette balance de proportionnalité est donc toute subjective et il y a des décisions qui sont à cet égard fort différentes d'une juridiction à une autre. Ce qu'on prend en compte comme élément concernant la personne qui fait l'objet de la déchéance de la nationalité, donc, sur les conséquences, en matière de conséquences sur sa situation personnelle, on va tenir compte, on va attacher une importance particulière à l'évolution de son comportement et sa situation depuis les faits. Alors, on va en tenir compte dans le cadre des éléments relatifs à sa situation personnelle, mais aussi pour apprécier le danger que la personne représente pour la sécurité publique. Et à cet égard, les suivis psychologiques, le suivi par le CAPREF, tous ces éléments sont des éléments auxquels les juridictions apportent une importance particulière. Par contre, les attaches avec le territoire belge, c'est un élément qui n'est pas systématiquement pris en compte par les juridictions. J'ai trouvé à cet égard dans une décision qui considère qu'elle ne peut pas prononcer une déchéance de la nationalité parce que les attaches des personnes concernées contre lesquelles on requiert une déchéance de la nationalité, les attaches avec le territoire belge sont trop fortes. Mais il y a des décisions dans lesquelles on n'aborde pas du tout cette question. Et il y a d'autres décisions dans lesquelles on a des profils qui ont des attaches très fortes avec le territoire belge, ou qui sont nés, qui ont toujours vécu en Belgique, mais on considère néanmoins quand même qu'elles représentent un danger trop important. On considère que la gravité des faits qu'elles ont commis et le danger qu'elles représentent justifie qu'on prononce quand même une déchéance de la nationalité à leur égard. Cette jurisprudence, elle aborde également la question de la coexistence des différents régimes et fondements de la déchéance de la nationalité. Il y a des avocats qui ont à plusieurs reprises contesté, des avocats qui intervenaient dans le cadre d'affaires qui étaient portées devant la cour d'appel, qui ont contesté le fait que leurs clients n'avaient pas droit à un double degré de juridiction et donc qui ont soulevé cette difficulté de discrimination avec les personnes qui sont déchues sur base des mêmes comportements sur pied de l'article 23.2 du Code de la nationalité belge quand elles sont commises à des infractions terroristes. Les juridictions, évidemment, suivent et renvoient à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et considèrent qu'il n'y a pas de difficulté, à cet égard. Ensuite, par rapport aux conséquences sur le statut administratif de la personne concernée, les juridictions de l'ordre judiciaire qui sont appelées à appliquer ces dispositions en matière de déchéance de la nationalité renvoient aux juridictions administratives. Donc, elles considèrent qu'il n'y a pas lieu pour elles de se prononcer sur les conséquences que va avoir une déchéance de la nationalité sur le statut administratif de la personne concernée. Ça veut dire qu'au moment où elles prennent cette décision de déchéance de la nationalité, elles considèrent qu'il n'y a pas lieu d'évaluer à ce moment-là les effets que ça va avoir sur la situation de séjour de la personne concernée. Elles ne vont pas tenir compte du fait que la personne sera très probablement sera en séjour illégal et très probablement éloignée à la suite de la décision de déchéance de la nationalité qui a été prise à son égard. Elle renvoie aux juridictions administratives parce que, comme je vous ai dit, l'Office des étrangers, une fois que la personne est en situation de séjour illégal, pourra rendre un ordre de quitter le territoire. Et à ce moment-là, au moment où cet ordre de quitter le territoire est pris, la personne pourra introduire un recours devant les juridictions administratives qui pourront, si l'éloignement de la personne concernée est contraire à ses droits fondamentaux, refuser d'éloigner, annuler cet ordre de quitter le territoire qui a été rendu à son encontre. Donc il y a un vrai découpage en fait de l'examen de l'impact que la décision de déchéance de la nationalité a sur les droits fondamentaux des personnes concernées, puisque cette question de l'impact sur ces droits fondamentaux, en raison du fait qu'elle va être ensuite en séjour illégal et éloignée, n'est pas examinée par les juridictions de l'ordre judiciaire. Ça pose difficulté parce que, dans un certain nombre de cas, ces personnes qui font l'objet d'un ordre de quitter le territoire, pour qu'on puisse exécuter l'ordre de quitter le territoire, elles sont privées de leur liberté. À ce moment-là, elles ont la possibilité d'introduire un recours en extrême urgence.
mais elles n'ont évidemment pas la possibilité de préparer leur défense dans ce cas-là de la même manière que devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Elles sont dans une autre situation d'urgence, donc elles ne sont pas de la même manière à même de contester la compatibilité de ces éloignements avec le respect de leurs droits fondamentaux. Alors, j'en viens à l'évaluation de ce régime légal de la déchéance de la nationalité. Et pour évaluer ce régime légal de la déchéance de la nationalité, je me suis inspirée du cadre qui est proposé par François Hauss et Michel Van de Kerkhove pour évaluer les normes et qui propose d'évaluer les normes tenant compte de leur impact dans l'ordre du réel, mais également des effets qu'elles produisent, en ce compris les effets imprévus. Alors, il propose d'évaluer la norme au regard de son degré d'utilisation, son effectivité, mais également son efficacité. L'efficacité, c'est la capacité de la norme à produire les effets attendus, et son efficience. Son efficience, c'est évaluer la capacité de la norme à produire les effets attendus au regard de ses coûts collatéraux également, donc des effets imprévus de la norme. Alors ici, l'efficacité du régime légal de la déchéance de la nationalité tel qu'il existe actuellement, il doit être évalué au regard des effets attendus. Quels sont les effets attendus de ce régime de la déchéance de la nationalité? L'objectif qui est invoqué dans les travaux préparatoires, c'est la protection de la sécurité publique et plus récemment, en particulier, la lutte contre le terrorisme. Cet objectif de protection de la sécurité publique et lutte contre le terrorisme, il est poursuivi par le biais de deux sous-objectifs. Le premier, c'est de punir ceux qui commettent des actes qui portent gravement atteinte aux intérêts de l'État par la rupture du lien symbolique qui les unit à cet État. On rompt ce lien d'appartenance à la communauté nationale. On les punit en rompant ce lien d'appartenance à la communauté nationale. Et le second, c'est l'éloignement du territoire de la personne qui est déchue de la nationalité. Alors à cet égard, la déchéance de la nationalité a une efficacité limitée. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles à l'éloignement de la personne concernée. Je vous ai dit que cette mesure de la déchéance de la nationalité a ces dernières années quasi exclusivement été appliquée dans des cas de condamnation à des infractions terroristes. L'éloignement des personnes condamnées pour des infractions terroristes est compliqué par différents éléments. D'abord parce que dans un certain nombre de cas, il y a un risque de violation de leurs droits fondamentaux en cas d'éloignement, et notamment un risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains et dégradants et la torture. On sait que ces personnes suspectées de faits de terrorisme et condamnées pour des faits de terrorisme sont dans certains pays particulièrement exposés à des traitements inhumains et dégradants et à la torture. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs rendu un certain nombre d'arrêts dans lesquels elle refuse l'éloignement d'étrangers vers leur pays d'origine parce qu'en raison de leur condamnation pour des infractions terroristes, ils risquent de subir de la torture s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine. Il y a également des obstacles d'ordre diplomatique. Donc, il y a un certain nombre de pays qui refusent de réadmettre des personnes qui ont été condamnées pour des infractions terroristes. En Belgique, on a l'exemple de Malika El Harout, qui avait été condamnée pour des infractions terroristes, qui est arrivée ici à l'âge de 5 ans, qui a toujours vécu en Belgique, et dont le Maroc refuse, à l'égard de Maroc, refuse de délivrer un laissez-passer, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de raison de réadmettre Malika El Harout sur son territoire. Alors il faut savoir que la Tunisie refuse systématiquement de réadmettre des personnes qui ont été condamnées pour des infractions terroristes et qui ont été déchues de la nationalité. Et à cet égard, le président tunisien avait souligné le fait qu'il n'était pas question que réadmettre sur son territoire des jeunes, et là il s'exprimait sur le cas de jeunes Français qu'on essayait de renvoyer, qui étaient nés, qui avaient toujours vécu dans les banlieues françaises, qui avaient commis
des infractions étaient condamnées pour des infractions terroristes et qu'on essayait de renvoyer vers la Tunisie. Et il avait souligné là le caractère particulièrement inacceptable de la part de la France de ce type de politique, en insistant sur le fait que la Tunisie n'avait pas du tout la même conception de l'islam que ces jeunes qui avaient grandi dans ces banlieues. Et donc en se détachant et en appelant les pays occidentaux à prendre leurs responsabilités. Alors, il faut savoir que notre secrétaire d'État à l'asile et à la migration avait en mars 2021 envisagé de prendre des sanctions en matière de visa à l'égard des pays qui refusaient de réadmettre les jeunes nationaux pour faciliter cette réadmission des nationaux. Je ne pense pas qu'il soit passé à l'acte, mais voilà, en tout cas, il avait à cet égard-là fait une sortie médiatique en disant qu'il était inadmissible que ces pays refusent de réadmettre leurs nationaux et que des sanctions en matière de visa seraient prises. Alors, une efficacité limitée d'abord en matière d'éloignement du territoire, parce qu'il y a des obstacles à cet éloignement du territoire, et même dans le cas où la personne est éloignée, cet éloignement a un effet limité en termes de protection de la sécurité publique. Pourquoi? Parce qu'il y a une exportation des risques. C'est ce que je disais par rapport au caractère transnational du terrorisme. Le terrorisme a un caractère transnational. La personne peut, depuis l'étranger, tout à fait prendre part à des actes à visée terroriste. Et en outre, Delphine Perrin souligne à cet égard les risques engendrés par le déni d'occidentalité du terrorisme, et ça rejoint ce que je viens de dire. Donc, ces personnes qui sont déchues de la nationalité, on rompt symboliquement leurs liens, on les éloigne, on les renvoie parfois vers un pays qu'elles ne connaissent a priori parfois pas, puisqu'elles sont nées et ont vécu toujours ici. Il y a évidemment, par rapport à cela, un risque de ces personnes de nourrir un certain ressentiment par rapport aux pays occidentaux, et puis de manière plus large, un risque de faire naître un sentiment de révolte ou des ressentiments par rapport à l'Occident de ces pays auxquels on jette ces personnes qui ont pourtant grandi et toujours vécu dans ces pays européens. Alors ensuite, l'efficience de ces mesures, donc là c'est la capacité de ces mesures à atteindre les objectifs qu'elles entendent poursuivre au moindre coût, peut également être remise en cause au regard des coûts collatéraux importants de ces mesures. Alors, la déchéance de la nationalité, en ayant pour effet de faire perdre à la personne concernée son statut de séjour, établit un lien entre les législations de droit des étrangers et les législations de droit pénal. Et elle fait en fait de la déchéance de la nationalité un instrument de régulation de la migration qui est fondé sur des motifs criminels. Pourquoi? Parce qu'on va, sur base d'une condamnation à une infraction, faire perdre à la personne son statut de séjour et donc autoriser de permettre une mesure d'éloignement à son égard. Donc il y a là un enchevêtrement des logiques pénales et des logiques migratoires, et toutes ces législations qui sont sous-tendues de ces logiques mixtes, mais là je viens je survole un peu cette question, mais sont désignées par la doctrine anglophone sous le terme de Crimmigration Law. Et la doctrine anglophone a mis en lumière différents coûts qu'avait la multiplication de ce type de législation. Elle a mis notamment en évidence la stigmatisation de certaines catégories de citoyens ou d'étrangers, la stigmatisation des étrangers, pardon, prolongée dans le cadre de certaines catégories de citoyens que ce type de législation avait. Donc c'est stigmatiser d'abord l'étranger en faisant croire qu'il est plus dangereux que le national, et c'est cette stigmatisation, dans le cas de la déchéance de la nationalité, se poursuit au-delà de l'obtention de la nationalité, puisque des étrangers qui deviennent nationaux demeurent sujets à ce type de mesures particulières, alors qu'on ne les applique pas aux nationaux. Cette stigmatisation de certaines catégories de citoyens et des étrangers légitime
l'adoption de mesures qui sont sous-tendues de standards de protection des droits fondamentaux moins élevés. On considère que ces personnes présentant un danger plus élevé, on peut adopter des mesures moins protectrices de droits fondamentaux à leur égard que celles qu'on prendrait à l'égard des nationaux. Et il y a donc un risque plus élevé de violation des droits fondamentaux de ces personnes. Alors non seulement de ces personnes, mais également de l'entourage de ces personnes. Et ça, c'est un élément qui a été souligné dans un rapport des Nations Unies qui a été rendu en janvier 2021, un rapport très intéressant dans lequel a été souligné les effets particulièrement graves que ce type de mesures, en ce compris la déchéance de la nationalité, ont pour l'entourage de la personne concernée et notamment pour les enfants de la personne concernée. Une personne qui est déchue de la nationalité, qui se retrouve sans droit au séjour, ses enfants, sa conjointe vont évidemment être impactés par cette déchéance de la nationalité et cette perte du droit au séjour parce que cette personne va, si elle n'est pas éloignée, en tout cas parce qu'elle n'a plus de droit au séjour, plus pouvoir travailler, plus avoir droit à la sécurité sociale, et donc ses enfants, sa conjointe, vont être impactés par le fait qu'elle ne va peut-être plus pouvoir subvenir aux besoins du ménage. Si elle est éloignée, évidemment, c'est le même problème, avec en plus le fait qu'ils ne peuvent plus exercer leur droit à la vie familiale. Donc ce rapport souligne longuement et de manière très juste l'impact que ces mesures ont également sur l'entourage de la personne concernée. Alors, ça a également un coût élevé en termes de sécurité publique. Par rapport à ça, je voulais souligner un élément, qui est le fait que ces personnes qui sont déchues de la nationalité et qui se retrouvent dans une situation de clandestinité sur le territoire belge, ne peuvent plus faire l'objet de suivi, en fait. Dans certains cas, ils peuvent être éloignés, mais ça ne règle pas le problème de protection de la sécurité publique parce qu'il y a une exportation des risques. Dans l'autre cas, si elles restent ici en Belgique, en fait, c'est des personnes qui sont suivies pendant tout un temps et qui, à partir du moment où elles tombent dans la clandestinité, ne vont pas pouvoir être surveillées de la manière dont elles étaient surveillées avant. Donc, de nouveau, ici, il y a un risque pour la sécurité publique. Voilà, mais je crois que ça fait très longtemps que je parle et donc je vais m'arrêter ici et j'espère qu'il y aura encore un tout petit peu de temps pour les questions-réponses. Je vous remercie pour votre attention.